Tu es un fardeau. Reste à l'écart. C'est le message que mon frère m'a envoyé le soir du Nouvel An. J'avais passé des mois à rembourser ses dettes pendant qu'il faisait la fête comme si de rien n'était. Il a porté un toast au fait d'être débarrassé des sangsues, puis s'est réveillé pour découvrir que sa voiture avait disparu et qu'un avis de mise en fourrière l'attendait dans l'allée. Je m'appelle Max, j'ai 24 ans, et j'ai toujours été le responsable dans ma famille. Vous connaissez le genre, celui qui devient en quelque sorte le support technique de facto, le soutien émotionnel et le soutien financier, tout en un. J'ai déménagé quand j'avais 20 ans et je vis seul depuis, occupant un emploi stable à distance dans le design, payant mes factures et gardant mes distances avec le chaos qu'est ma famille. Ils ne sont pas tous mauvais, pas tout le temps, mais quand il s'agit de faire culpabiliser et de manipuler de manière passive-agressive, ils pourraient donner des cours magistraux. Surtout ma mère. Ma mère, elle a ce charme qui fonctionne sur la plupart des gens, un doux sourire, une voix douce, cette aura de parents concernés qui fait croire aux étrangers qu'elle est la personne la plus aimante et généreuse au monde. Et elle peut l'être, quand cela l'avantage. Mais quand les choses ne vont pas dans son sens, ce masque tombe très vite. En grandissant, on me rappelait constamment que mes réussites n'étaient possibles que grâce à ses sacrifices. Si jamais je laissais entendre que je voulais faire quelque chose selon mes propres termes, j'avais droit à des remarques sarcastiques comme « Bien sûr, Max. Tu sais tout maintenant, n'est-ce pas, ou « Laisse-moi deviner. Tu te crois meilleur que nous. » Pourtant, je maintenais la paix. Je venais pour les fêtes, j'envoyais des cadeaux d'anniversaire et j'appelais assez souvent pour éviter les discours du genre « Tu nous as oubliés ». Mais les choses ont commencé à changer l'année dernière. J'ai eu une assez grosse promotion. Plus de responsabilités, oui, mais aussi une sérieuse augmentation de salaire. Je ne l'ai dit à personne au début, non pas parce que j'essayais de le cacher. Je savais juste comment la conversation se déroulerait. Ma famille a ce sixième sens pour l'argent. À la seconde où ils soupçonnent que vous vous en sortez mieux, ils commencent à tourner comme des vautours, cherchant un moyen d'en profiter. Mais j'ai fait une gaffe. Ma petite sœur, Léna, 19 ans, est venue me rendre visite pour un week-end et, pendant le dîner, elle a vu une notification de ma banque apparaître sur mon téléphone. C'était un virement, une prime, et elle était généreuse. Ses yeux se sont illuminés. Elle n'a rien dit sur le moment, mais je voyais bien que ça cogitait dans sa tête. Elle a passé le reste du week-end à poser des questions étrangement spécifiques. Comment va le travail ces derniers temps? Est-ce qu'il te traite bien? Ça doit être agréable de ne pas avoir à s'inquiéter du loyer. Tu utilises toujours cette application de budget? J'ai besoin d'aide avec la mienne. C'était subtil, mais je savais où elle voulait en venir. Bien sûr, environ une semaine plus tard, j'ai reçu un message de groupe de ma mère intitulé « Vacances familiales 2025 ». Il y avait des photos en pièces jointes, une station balnéaire, des palmiers, des captures d'écran de l'itinéraire. Le message disait quelque chose comme « Nous n'avons pas fait de grands voyages en famille depuis des années. Il est temps de créer de nouveaux souvenirs. J'ai trouvé cette offre incroyable si nous réservons avant la semaine prochaine. » Je l'ai regardé pendant bien 10 minutes avant de répondre, car voici le hic, il n'y avait aucune question. Pas de « serais-tu intéressé » ou « penses-tu que tu pourrais nous aider à réaliser ce projet ?» C'était présenté comme une affaire conclue. J'ai fait défiler vers le haut et j'ai vu mon nom déjà inscrit sous chambre de Max. J'ai répondu par un simple « ça a l'air sympa. Qui paie pour tout ça ?» Ma mère a répondu presque instantanément. Nous pensions que tu pourrais tout prendre en charge. Tu t'en sors si bien ces derniers temps. Cela signifierait beaucoup pour la famille. Alors, voilà le truc. J'aurais pu me le permettre. Pas facilement, mais j'aurais pu m'arranger. Mais ce n'était pas la question. Il n'y a eu aucune discussion, aucune planification, juste la supposition que, parce que j'avais été responsable et que j'avais travaillé dur, je leur devais maintenant des vacances de luxe. Je n'ai pas répondu tout de suite. Place aux appels. D'abord, Léna, allez, Max. Ne sois pas comme ça. On n'a jamais l'occasion de faire quoi que ce soit en famille. Ce n'est pas comme si on demandait un voyage à Paris. Et puis ma mère, tu dis toujours que tu veux qu'on soit proches, mais quand on essaie de faire quelque chose ensemble, tu n'es jamais là. Et puis ma tante, qui s'est retrouvée impliquée d'une manière ou d'une autre, m'a laissé un message vocal sur le fait que la famille est tout et que l'argent va et vient, mais que les souvenirs sont éternels. Après quelques jours de ce manège,
j'ai envoyé un message calme et direct. J'apprécie l'idée, mais je ne paie pas pour tout le voyage. Si vous voulez faire quelque chose ensemble, nous pouvons planifier quelque chose de raisonnable et partager les coûts. Pas de drame, juste la vérité. Ça n'a pas été bien reçu. Ma mère a appelé et est passée en mode culpabilisation totale. Je t'ai porté pendant 9 mois, Max. J'ai tellement sacrifié pour toi, et c'est comme ça que tu me rembourses? Pour un petit voyage? Tu ne penses même pas à ta sœur. Elle est encore si jeune. Elle mérite de s'amuser. Ou alors, tu es juste trop bien pour nous maintenant. Je voulais crier, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit, je ne paie pas. Fin de l'histoire. Silence pendant quelques jours. Puis j'ai reçu une notification indiquant qu'un prélèvement avait été effectué sur ma carte de crédit, un gros, plus de 2000. Au début, j'ai cru à une fraude. J'ai appelé la banque. Ils ont dit que c'était pour des billets d'avion, 3, à mon nom. Je suis resté là, abasourdi. J'ai ensuite appelé la compagnie aérienne et demandé l'itinéraire. Il correspondait aux dates du plan de voyage de ma mère. Même aéroport, même destination. J'ai demandé qui les avait réservés. Ils ont donné le nom, Hélène Meyers, ma mère. Je l'ai appelée. Elle a décroché comme si de rien n'était. Max, tu vas adorer l'hôtel. Vue sur l'océan et tout. Tu as utilisé ma carte. Elle a carrément ri. Eh bien, je devais garantir la réservation. Nous allions te rembourser un jour ou l'autre. Non, maman. Tu as volé les informations de ma carte. Oh, ne sois pas si dramatique. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste dit, cool. Et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai fait opposition au paiement, j'ai annulé la carte et j'en ai demandé une nouvelle. J'ai également appelé la compagnie aérienne et j'ai fait signaler les billets comme frauduleux. Cette partie n'a pas été facile. Ils m'ont fait passer par quelques étapes, mais j'ai finalement obtenu la confirmation que les billets étaient annulés. Aucun remboursement ne serait émis car ce n'était pas un tarif remboursable. Pas de chance. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Léna. Tu as annulé les billets? Je suis resté silencieux. Tu plaisantes, n'est-ce pas? On était littéralement en train de faire nos valises. Toujours silencieux. Puis ma mère a appelé. Cette fois, elle n'avait pas l'air douce ou charmante. Elle avait l'air furieuse. Tu ne pensais tout de même pas que tu venais, si, dit-elle, la voix dégoulinante de mépris. Tu ne fais même plus partie de cette famille. J'ai souri. Cool, ai-je dit, et j'ai raccroché à nouveau. Mais ce n'était pas la fin, car 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre de l'avocat de ma mère, ou du moins de quelqu'un qui prétendait l'être. La lettre affirmait que j'avais commis une ingérence financière et causé une détresse émotionnelle excessive en annulant les paiements et le voyage. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Au début, j'ai ri. Comment aurais-je pu faire autrement? Une lettre d'un soi-disant avocat. Elle était imprimée sur du papier blanc ordinaire, sans en-tête, sans qualification, et remplie de phrases dramatiques comme défaut de se conformer et négligence familiale. Le nom de l'expéditeur en bas était James T. Reynolds, ESQ, ce qui sonnait comme quelque chose tiré d'une série judiciaire des années 90. J'ai fait une recherche rapide. Pas de licence d'avocat, pas de cabinet, pas de traces en ligne. Rien. Donc, à moins que ma mère ne soit tombée sur un service juridique à bas prix provenant d'une promotion sur une boîte de céréales, cet avocat était aussi réel qu'un rebondissement de feuilleton télévisé. Pourtant, cela m'a un peu secoué. Non pas parce que je pensais que c'était réel, mais parce qu'elle était prête à aller aussi loin, aussi vite. J'ai commencé à me demander de quoi il s'agissait vraiment. Était-ce juste à propos du voyage? Ou étais-je devenu en quelque sorte le symbole de tout ce qu'elle détestait? Celui qui s'en était sorti, celui qui n'avait plus besoin d'elle? Les jours suivants furent calmes, mais de cette manière étrangement angoissante, comme dans un film à suspense, comme le moment avant une tempête quand le ciel devient immobile. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma mère ou de Léna, ce qui était rare. Pas d'appel, pas de message,
pas même de messages passifs-agressifs du genre « j'espère que tu vas bien ». J'aurais dû profiter de la paix, mais au lieu de cela, j'avais l'impression de marcher sur un champ de mines. Puis est arrivé le chat de groupe. Je me brossais les dents quand mon téléphone a vibré encore et encore. Pigne, 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 comme une machine à sous qui décroche le jackpot. Je l'ai ouvert. Le chat de groupe comptait maintenant 8 personnes, pas seulement ma mère Elena, mais mon cousin Jack, ma tante Marsha, mon oncle Greg, et 2 personnes que je n'ai même pas reconnues au début. Apparemment, la nouvelle s'était répandue, et ils étaient tous préoccupés par mon comportement erratique. Marsha a été la première à intervenir. Max, chérie, nous savons que ta mère peut être un peu excessive parfois, mais cela aurait pu être un si beau moment pour tout le monde. Pourquoi tout faire exploser pour de l'argent? Puis Jack, tu as fait opposition au paiement? Sérieusement? Tu n'aurais pas pu simplement dire non? Et mon préféré, de Greg, à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans, honnêtement, on dirait que tu as beaucoup d'amertume que tu n'as pas réglé. Peut-être qu'une thérapie t'aiderait. Une thérapie? Parce que je ne voulais pas me faire arnaquer de quelques milliers? J'ai commencé à taper une réponse. Je l'ai effacée. J'ai tapé à nouveau. Je l'ai effacée. Je n'étais pas sûr de la réponse qui serait même entendue. Finalement, j'ai écrit, je ne me suis pas inscrit pour ce voyage. J'ai dit non plusieurs fois. Les billets ont été réservés avec les informations volées de ma carte. J'ai fait opposition à un paiement frauduleux. Vous pouvez appeler ça tout faire exploser, mais pour moi, ça s'appelle simplement fixer des limites. Si vous ne pouvez pas voir ça, alors je pense que nous avons tous besoin d'un peu d'espace. Et puis j'ai quitté le groupe. 15 secondes plus tard, j'ai reçu un message de Lena. Tu fais vraiment ça, hein? Je n'ai pas répondu. Un autre est arrivé. Tu as toujours été le préféré. Maman s'est pliée en 4 pour toi. Pour une petite chose, tu agis comme si on te devait le monde. Le préféré? C'était fort de café. J'ai pensé aux nuits où je restais à la maison pour garder Lena pendant qu'elle sortait, ou à la fois où j'ai fait des heures supplémentaires pour payer sa facture de téléphone, ou comment j'ai manqué ma remise de diplôme parce que maman était trop malade pour conduire. Pour ensuite poster des photos sur Facebook d'une dégustation de vin à 1 heure de là. C'était toujours le même scénario, Max, sois un joueur d'équipe. Max, ne fais pas en sorte que tout tourne autour de toi. Max, nous sommes une famille. Jusqu'à ce que je commence à dire non. Mais c'est là que les choses ont pris une autre tournure. Une vraie tournure qui vous noue l'estomac. Le lendemain, ma manager m'a contacté sur Slack. Salut, on peut discuter 5 minutes. Je pensais que c'était lié à un projet, alors j'ai rejoint l'appel vidéo. Café à la main, écoutant à moitié, mais son visage était étrangement sérieux. Salut, Max. Je voulais juste te prévenir. Nous avons reçu un email ce matin. Je me suis figé. De qui? Elle avait l'air mal à l'aise. Quelqu'un prétendant être un membre de ta famille. Ils t'ont accusé de fraude, on dit que nous devrions nous méfier et ne pas te faire confiance avec des informations sensibles. Ils ont même joint des captures d'écran de ce qui ressemble à un rapport de police. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle a fait une pause. Ne t'inquiète pas, nous savons que c'est ridicule, mais j'ai dû le signaler au RH juste pour nous couvrir. Je leur ai dit que c'était manifestement personnel, mais je voulais que tu saches ce qui se passe. Après l'appel, je suis resté assis là, complètement immobile. Je ne ressentais même pas de colère, pas encore, juste de l'engourdissement. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait de me salir, de contrôle. Maman n'a pas pu obtenir ce qu'elle voulait, alors elle a décidé de me punir de la manière la plus vindicative possible en me faisant passer pour quelqu'un de dangereux, d'instable, de peu fiable. Et ce qui m'effrayait le plus n'était pas la vie des RH ou cet email stupide. C'était la rapidité avec laquelle elle avait escaladé. J'ai ouvert ma boîte de réception, j'ai cherché tout ce qui venait du nom de ma mère, et il était là, un email envoyé 2 heures plus tôt. Objet, tu ne nous as pas laissé le choix. Il y avait des pièces jointes, des captures d'écran de messages, tout hors contexte. Une photo floue de moi dans un bar il y a 3 ans, riant avec un verre à la main. Un document Word d'apparence fausse avec les mots « déclaration formelle » en gras en haut. Et le message lui-même était court, juste une ligne, les actions ont des conséquences,
Max. Tu le verras bientôt. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, de plus brûlant. J'avais passé des années à ravaler mes mots, à garder mes distances, à essayer d'être le bon fils. J'avais pardonné plus que je n'aurais dû, toléré ce que je ne conseillerais jamais à un ami de tolérer. Mais ça, c'était la guerre. Et je n'allais pas rester les bras croisés à la regarder essayer de détruire ma vie. Pas cette fois. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai essayé, allongé dans mon lit, les yeux ouverts, fixant le plafond, mais mon cerveau ne voulait pas s'arrêter. Il n'arrêtait pas de faire défiler des souvenirs comme une cassette en avance rapide, des fêtes d'anniversaire où on me grondait de ne pas partager assez, des disputes tard le soir à propos d'argent, ma mère pleurant dans la cuisine après que Léna ait accidenté ma voiture, me reprochant de ne pas l'avoir mieux surveillée. Tout se jouait en boucle maintenant, recontextualisé par cet unique email. Tu le verras bientôt. Elle n'avait pas seulement franchi une ligne. Elle avait mis le feu à tout le plan. Au matin, j'avais un plan. Pas la vengeance. Pas encore. Cette partie viendrait plus tard. D'abord, je devais me protéger. J'ai commencé par appeler l'équipe des RH de mon entreprise. J'ai expliqué la situation plus en détail qu'avec ma manager. Je leur ai dit que je soupçonnais une vendetta personnelle, qu'un membre de ma famille se faisait passer pour moi ou envoyait des emails avec de fausses accusations. Heureusement, les RH ont été compréhensifs. L'une des représentantes, Dana, a même dit « Nous avons déjà vu des choses comme ça. La famille peut devenir compliquée. » Ils ont tout consigné et m'ont assuré qu'ils filtreraient tout futur email provenant de l'adresse de ma mère ou de toute autre adresse similaire. Ensuite, j'ai de nouveau appelé ma banque. J'ai confirmé que l'opposition précédente avait bien été effectuée, mais je leur ai aussi demandé de bloquer tout prélèvement futur de la compagnie aérienne ou de l'agence de voyage que ma mère avait utilisée, au cas où. Puis j'ai passé en revue tous les comptes en ligne que je possédais, changeant les mots de passe, activant l'authentification à 2 facteurs et verrouillant tout ce qui pourrait être utilisé contre moi, Venmo, PayPal, même mon ancien compte Facebook. J'ai supprimé l'email de ma mère, mais pas avant d'avoir sauvegardé chaque pièce jointe et pris des captures d'écran du message, au cas où. Il était environ midi quand j'ai eu la surprise suivante, on a frappé à ma porte. Pas un coup doux et poli, pas une livraison de colis. C'était le genre de coup qui disait « Je sais que tu es là ». J'ai regardé par le Judas. C'était Léna, seule. J'ai attendu 5 secondes, 10, puis j'ai ouvert juste assez pour jeter un coup d'œil. « Je peux entrer » dit-elle. Non. Je l'ai dit sans un sourire. « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle a soupiré. « Parlez. Juste 5 minutes, s'il te plaît. » Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle n'avait pas dormi non plus. Ses yeux étaient cernés de mascara qui avait coulé, et sa queue de cheval semblait avoir été faite il y a 3 jours et jamais retouchée depuis. Mais le regard qu'elle m'a lancé n'était pas contrit. Il était froid. Elle s'est assise sur le bord de mon canapé comme si l'endroit lui appartenait. Je ne savais pas qu'elle irait aussi loin, dit-elle finalement. L'email à ton travail, toute cette histoire de faux avocats. Ça ne faisait pas partie du plan. Plan, ai-je demandé. Elle a tressailli. D'accord, mauvais choix de mots. Je voulais juste dire que maman a dit que si on mettait un peu la pression, peut-être que tu reviendrais sur ta décision, que tu réserverais les billets, qu'on appellerait ça un malentendu. Tu sais comment elle est. Oui, je sais. Mais ensuite tu les as annulés, et elle a juste pété les plombs. J'ai croisé les bras. Alors tu as fait tout ce chemin pour me dire ça? La bouche de Léna s'est crispée. Non, je suis venu te prévenir. Ça m'a pris au dépourvu. Elle parle à tante Dana maintenant, et à oncle Fred. Elle sort l'artillerie lourde, essaie de les convaincre que tu coupes les ponts avec tout le monde, que tu t'isoles. Elle va monter toute la famille contre toi. J'ai ri une fois. Ce bateau a déjà coulé. Non, Max, tu ne comprends pas. Elle dit que tu es instable, que tu fais une sorte de crise mentale. Elle a parlé de papa. Je me suis raidi. Notre père est mort quand nous étions enfants, un accident de voiture. Mais dans les années qui ont suivi, ma mère a construit ce récit selon lequel il avait toujours été bizarre, lunatique, paranoïaque, peu fiable. Elle n'a jamais dit le mot fou, mais c'était toujours sous-entendu.
Et maintenant, elle utilisait le même scénario avec moi. Elle a dit à tante Dana que tu étais en pleine spirale, que tu pourrais bientôt perdre ton travail, et que c'est pour ça que tu t'en prends à tout le monde. Et tu crois ça, ai-je demandé. Léna a hésité. Non, dit-elle. Mais il était trop tard. Sa pause m'avait déjà répondu. Tu es venu ici pour me prévenir, hein, ai-je dit. Ou tu es venu voir si j'allais craquer. Elle s'est levée. Je suis venu parce qu'elle fait peur quand elle est comme ça. Tu ne le vois pas parce que tu coupes le contact dès que les choses deviennent difficiles. Mais moi, je vis avec elle, Max. Je dois gérer les conséquences. Et cette fois, elle n'est pas seulement en colère. Elle est investie d'une sorte de mission. J'ai ouvert la porte. Alors peut-être qu'il est temps que tu arrêtes de vivre avec elle. Léna n'a pas bougé. Elle se retournera contre toi aussi un jour, ai-je ajouté. Tu le sais, n'est-ce pas? Ses yeux ont vacillé. Elle n'a rien dit. Quand elle est finalement partie, elle n'a pas claqué la porte ni crié. Elle est simplement sortie et est montée dans sa voiture. Je n'ai plus eu de ses nouvelles. Mais la semaine suivante, c'est là que tout a vraiment commencé à s'effondrer. Ça a commencé avec mon propriétaire. Salut, Max, disait son message vocal. Chose étrange. Ta mère a appelé le bureau ce matin. Elle a dit quel était ton contact d'urgence et qu'elle avait besoin d'une copie de ton bail. Elle a dit que tu étais expulsé et qu'elle venait t'aider à déménager. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai, évidemment, mais je te préviens. Puis ce fut le tour de ma banque à nouveau, une nouvelle tentative d'ouvrir un compte courant joint avec son nom ajouté au mien. Puis un de mes amis, Alex, m'a envoyé un message. Mec, ta mère vient de m'ajouter sur Facebook. Elle m'envoie des messages privés, me demande si j'ai remarqué des changements dans ton comportement. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car c'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle n'essayait plus seulement de me punir. Elle essayait de me réécrire, de peindre cette version de Max qui était peu fiable, paranoïaque, vindicatif, pour convaincre tout le monde autour de moi qu'elle était la victime et que j'étais le problème. C'était un cas d'école. Si elle ne pouvait pas contrôler la vraie version de moi, elle en créerait une nouvelle et la diffuserait au monde entier. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne sait toujours pas, c'est que j'avais tout documenté, chaque message, chaque email, chaque tentative d'interférer avec mon travail, mon logement, mes finances. Chaque nom qu'elle y a mêlé, chaque mensonge qu'elle a raconté. Je ne jouais plus seulement en défense. Je me préparais à contre-attaquer. J'ai passé les 2 semaines suivantes à faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai pris un avocat. Il s'appelait Tran. Pas accent grave-l'œil, pas agressif, mais tranchant comme du verre et calme comme un chirurgien. Il était spécialisé dans les litiges juridiques familiaux, le harcèlement et la diffamation numérique. Après notre première rencontre, je lui ai envoyé le dossier numérique complet que j'avais compilé, email, messages vocaux, capture d'écran des réseaux sociaux, même la fausse lettre d'avocat. Il a été stupéfait de mon organisation. Max, dit-il en parcourant le dossier. Ce n'est pas juste un drame mesquin. C'est du harcèlement ciblé, et si elle a contacté votre employeur sous de faux prétextes, cela pourrait très vite tomber dans le domaine juridique. C'est là que les choses ont changé. J'ai demandé une mise en demeure. La lettre était claire, factuelle, sans émotion. Elle citait des cas spécifiques d'usurpation d'identité, de fraude financière, de tentative de diffamation et de harcèlement. Elle indiquait également clairement que toute tentative future de me contacter, moi, mon employeur, mon propriétaire ou mes amis, entraînerait une escalade, y compris d'éventuelles poursuites civiles pour dommages et intérêts et diffamation. La lettre a été envoyée officiellement, par courrier recommandé, 3 jours plus tard. Silence. Puis, comme un feu mourant qui s'embrase une dernière fois, ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu, bien sûr. Le message vocal était glacial et mesuré, comme si elle lisait un script. J'ai reçu ta lettre. Je suppose que c'est ce que tu es maintenant. C'est juste triste. Tu étais un si gentil garçon. J'espère qu'un jour tu comprendras ce que tu as fait à cette famille. Clic. Et ce fut tout. Pas d'excuses, pas d'introspection, juste une autre tentative de culpabilisation enrobée de victimisation. J'ai bloqué son numéro, changé le mien une semaine plus tard, mis à jour tous mes mots de passe,
obtenu un gel de crédit et supprimé chaque membre de ma famille de mes réseaux sociaux. J'ai même demandé au RH de mettre en place un filtre de contrôle pour que toute communication externe impliquant mon nom me parvienne en premier. Ils ont été plus qu'heureux de le faire. Quant à Lena, elle m'a envoyé un message 2 mois plus tard depuis un nouveau numéro. C'était court. Tu avais raison. Elle s'est retournée contre moi. Je n'ai pas répondu. Pas par dépit, juste par paix. Une paix réelle. Le genre de paix que l'on ressent quand on éteint enfin la dernière braise d'une maison qu'on aurait dû laisser brûler il y a des années. Au final, ma mère n'a pas eu ses vacances tropicales. Elle n'a pas eu son argent, ni son moyen de pression, ni son contrôle. Tout ce qu'elle a obtenu, c'est un silence plus fort que toutes les excuses que j'aurais pu lui donner, et la froide prise de conscience que sa manipulation ne fonctionnait plus sur moi. Je ne suis pas simplement parti. J'ai fermé la porte pour de bon. Et laissez-moi vous dire, l'air est bien plus pur de ce côté. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.